On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Elle était comédienne notamment dans L'Heure bleue. Fanny Rainville, elle est de Saint-Jean-sur-Richelieu et elle se lance dans un autre projet, un premier roman, Les Insoumises. On vous le présente dans quelques instants. Mais d'abord, politique municipale. On vous parle du Vieux-Saint-Luc et de l'avenir des terrains de golf avec le conseiller Marco Savard. Parlons du Vieux-Saint-Luc, parlons des enjeux de ce district avec le conseiller, qui est là depuis pas la nuit des temps, mais depuis quelques mandats déjà, c'est Marco Savard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. 2005, hein, c'est ça? Exactement, 2005. Fait quelques déjà, mandats en arrière de la cravate. C'est le quatrième mandat, je suis en mon cinquième mandat. En 2005, est-ce qu'on parlait de l'avenir des golfs? Pas du tout. C'était un dans petit le peu sujet, ça, mais pas autant. À partir de 2009, je vous dirais. À la fin du mandat 2009, il y avait quand la famille Baillargeon ont acheté le golf de la mairie, vu sa fermeture, à partir de là, ça a commencé à discuter là, de projets de développement. Entre autres, la passerelle faisait l'élément déclencheur à ce moment-là, parce que la passerelle, ça, on en parlait en 2005, je vous avoue. 2022, on en parle encore aujourd'hui. Ouais. Pourquoi c'est pas réglé? Moi, je vous dirais tout simplement, on n'était peut-être pas rendu à prendre les grandes décisions par rapport aux priorités de développement aussi, puis par rapport à l'impact. L'impact environnemental n'était pas si accentué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit vraiment la différence. L'importance, évidemment, c'est l'environnement, le peu d'impact négatif par rapport à des sujets de développement. Fait que ça fait peut-être un critère qui a peut-être mis en attente à l'époque certaines décisions des membres du Conseil. Mais en date d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de projet officiellement déposé au Conseil. La famille Morin et ses associés là, du Golf Les Légendes, ils n'ont pas déposé de projet pour dire, nous autres, on veut faire ça. Là. Non, pas du tout. On comprend la situation. C'est pour ça qu'on a comme pris un pas de recul. C'est sûr qu'il y a eu un enjeu politique au dernier mandat, qui était évidemment de dire non à tout développement résidentiel dans les espaces verts. Mais là, maintenant, c'est rendu à une autre étape. Les espaces verts, c'est pas juste les golfs, c'est d'autres priorités, entre autres les états naturels. On parle de dossier de la Bergère, qui est quand même un secteur de développement à venir. Expliquez-nous le changement de stratégie. Je m'explique, parce que pendant 10 ans, on a fait des entrevues ici, puis on dit au monde, premièrement, il n'y a pas de projet, puis le jour où il va en avoir un, ayez crainte, changement de zonage égale tenue de registre. S'il y a un maximum de signatures, il va y avoir un référendum. Donc, vous aurez toujours le dernier mot, quoi qu'il arrive. Exact. Là, vous nous arrivez avec un projet de PPU qui ferait en sorte que vous pourriez décider sans même tenir un référendum sur la question. Pourquoi? Bien, c'est parce que il y a plus qu'un projet de développement dans cette zone-là. Vous avez 2 terrains de golf. La famille Morin a présenté une consultation. Donc, c'était un deuxième projet de développement résidentiel. Il y a d'autres terrains, dossier de la Bergère. Puis c'est pour ça qu'on s'est arrêté à dire qu'on devrait avant tout penser au secteur de l'ensemble des 10 millions de pieds carrés. Parce que ça a une valeur naturelle à cet endroit-là, puis on connaît la tendance aujourd'hui. Tous les gens veulent protéger le maximum possible. C'est pour ça que l'aspect de dire on va plutôt travailler avec peut-être même des partenaires, des organisateurs, des organismes, mettons, d'environnement, pour justement trouver un terrain pour définir... Mais vous ne trouvez pas qu'en perception, les citoyens ont l'impression de se faire enlever un levier qu'ils avaient, qui était ultimement la tenue d'un référendum pour s'opposer à un projet? Bien, je vous dirais oui puis non, parce que la différence qu'il y a, c'est que si on va on peut toujours aller vers un référendum avec le PPU. C'est pas obligatoire. C'est un outil. Comme là, actuellement, on rajoute toujours des outils. On a rajouté l'outil du sondage que les gens n'auraient pas eu nécessairement lors d'une modification de changement de zonage. Mettons juste exemple, le dossier du golf de la mairie, exemple, aurait fait une modification de changement de zonage. Advenant le cas que ça aurait été accepté, on reste encore avec d'autres pochettes de développement. Puis c'est l'inquiétude qu'on avait en tant que situation de définir cette zone-là. S'il y a un autre projet, une autre demande, exemple, qui a été faite avec le dossier de M. Poirier, de 371 voir Saint-Luc, est-ce qu'on a fait un bon choix d'accepter ce projet de développement-là pour 371 portes en conservant seulement 25 des espaces verts? On est rendu là. C'est pour ça que l'idéalement, c'était comme... Après ça, on tombe dans ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale, qui est le mot à la mode dans toutes les municipalités du Québec en ce moment, dès qu'on parle de développement. La mairesse elle-même dit « Je ne suis pas fermée à l'idée de tenir un référendum à la grandeur de la ville ». C'est quelque chose que vous souhaitez?
Non, je pense qu'on n'aura pas besoin de se rendre là. Avec les outils qu'on prend actuellement avec le PPU, entre autres, première semaine de décembre, on fait des tables de travail, des ateliers de travail avec des organismes, des gens de la communauté, des gens du secteur aussi, de mon district. On est en train justement de modeler, si on veut, cet atelier de travail-là. On va arriver à une conclusion en disant que l'acceptabilité va se faire avec la contribution de tous les gens de Saint-Jean, les Joannais, autrement dit. On va les impliquer à nos discussions, à notre réalisation. Fait à partir de là, quand on va, par le groupe eux-mêmes, vont accepter, je crois que majoritairement, les gens vont être... On extrapole, là, mais ça se peut-tu qu'en bout de ligne, là, puis toujours en regard de l'acceptabilité sociale, c'est qu'à un moment donné, on va rendre ça tellement compliqué, le développement de ce secteur-là, qu'ultimement, ça ne sera pas intéressant pour les promoteurs? Là, je ne peux pas vous le dire. Sincèrement, ça peut être peut-être une façon de voir les choses. Ma connaissance actuellement, dans tout le secteur de tout ce qui est développement ou, mettons, sur des espaces des golfs, c'est généralisé, c'est à travers le Québec au complet. On doit adopter une formule pour justement satisfaire autant les promoteurs et autant les citoyens qui sont concernés dans ces... Un promoteur pourrait très bien dire, c'est trop compliqué, il y a trop de contraintes, il n'y a pas assez de business à faire avec ça. Finalement, je touche à rien. Ça pourrait se produire. Ça pourrait se produire. Et ce même promoteur-là décide encore et nous annonce que son terrain de golf va être encore ouvert l'été prochain, alors qu'il a bluffé quelques fois en disant qu'il allait le fermer. Il n'est toujours pas fermé. Bien, idéalement, il est très beau, puis il y a des joueurs dessus. Là. Idéalement, c'est qu'il conserve son golf, sa vocation au golf, puis en opération. C'est la meilleure chose qu'on peut en retirer. Mais cependant, est-ce qu'on le remet à la collectivité à l'année, si on décide d'en faire un parc, de faire un attrait, si on veut, aussi pour la population de Saint-Jean? J'écoutais l'autre jour, bon, je sais qu'il était dans votre équipe, il ne l'est plus, le conseiller François Roy, qui habite lui-même les légendes. Je pense que sa maison est à vendre ou je ne sais trop. Mais en même temps, lui, il dit un peu ce qu'Alain Laplante disait. Il dit, pourquoi on touche à ça? Il est zoné, il est récréatif, il l'opère en golf, puis s'il ferme le terrain, il ferme le terrain. Puis that's all. Pourquoi on se met la main là-dedans? Bien, c'est parce qu'il y a des... On prend, exemple, le dossier de la Bergère, qui est un dossier qu'on a déjà entamé des montants d'argent pour le remembrement de la Bergère. Il faut arriver avec un projet résidentiel à cet endroit-là, très peu d'impact écologique, donc favorable à du développement, favorable aussi par rapport aux besoins qu'on a actuellement, que ce soit le manque de garderies, d'écoles, et ainsi de suite. J'ai peur, c'est des items. Donc, il faut arriver à un moment donné avec un espace pour créer les manques qu'on a actuellement. Est-ce que ça peut être une option que le golf reste ouvert, exemple, puis on peut contourner pour aller servir, si on veut, des infrastructures sur le dossier de la Bergère? Ça peut être une possibilité. C'est pour ça qu'on doit s'asseoir puis discuter avec tous ces propriétaires-là. La Ville n'aimerait pas ça, acheter le terrain de golf puis l'opérer comme un golf municipal, genre un 12 trous? Bien, écoutez, suite aux ateliers, des ateliers qui vont être faits avec des gens impliqués, il est possible que ça peut ressortir. Ça peut ressortir. Est-ce que ça peut être une conversion entre un 12 trous? Ça peut être une option, mais... Bon. Revenons sur le sondage, parce qu'il y en a qui se sont dit, bon, sondage en plein été, je comprends que vous l'avez allongé, puis vous avez quand même eu des réponses, mais certains vous ont critiqué sur l'exercice du sondage de par la nature des questions ou de par le fait que vous l'avez envoyé en plein été. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Bien, peu importe ce qu'on aurait fait, possiblement les critiques seraient arrivées. De toute façon, d'un autre, je pense que l'étape qui était décidée, je pense qu'on a eu une très bonne participation des citoyens et des gens impliqués. On a plus de 1866 répondants. Dans mon district, tout simplement, on a plus de 1200 citoyens du secteur de mon district même ont répondu. Donc, je pense que la participation était très bonne. On s'attendait à 1000, je pense que vous êtes déjà au courant. Donc, je pense que peu importe la méthode, je pense qu'elle était applicable. Là, vous allez divulguer les résultats début décembre? Première semaine de décembre, on est en train de travailler à présenter ça. C'est une firme, évidemment, qui s'occupe de la présentation. Est-ce qu'on va être surpris? Est-ce que... Bien, je n'ai pas effacé de tout le sondage au complet, mais je vous dirais honnêtement, ce qui ressort le plus, évidemment, c'est la protection des milieux humides, des boisés et des états naturels. Ça, c'est l'élément déclencheur. C'est l'élément. C'est de savoir à partir de là ce que la surprise des gens... L'accessibilité du transport aussi sort beaucoup. Beaucoup. Le projet des terres à boucher, là. Oui. Ça commence quand, ce projet-là? Je sais que c'est pas la Ville, c'est le privé, là, mais avez-vous des informations là-dessus? Bien, il a fait ses demandes sur le ministère de l'Environnement. C'est autorisé. À partir de là, c'est dans sa cour quand est-ce qu'il va débuter ses travaux. Vous n'avez pas d'indication comme quoi que ça va bouger. Exact. Hein? Parce que le quartier est toujours aussi en manque d'écoles primaires, secondaires,
enjeux d'infrastructure, transport. C'est un élément qui nous amène à apporter une réflexion sur tout l'ensemble du secteur, parce qu'à l'époque, ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans qu'on travaillait le dossier du 371 boulevard Saint-Luc, on aurait dû penser de mettre peut-être ce dossier-là, peut-être en attente, pour vraiment, quand on dit définir tout le secteur, autrement dit, se doter de l'aménagement du secteur avec plus d'analyse comme... Bon, outre les golfs, puis la terre à boucher, puis tout ce secteur-là dont on parle, quels sont les autres enjeux dans le Vieux-Saint-Luc? Bien, on ramène toujours le dossier de la passerelle, qui est encore un incontournable. Et oui, il est toujours, évidemment, sur la table. Est-ce qu'il est dans le PTI, le Programme triennal d'immobilisation? Pour l'instant, non. Non, parce qu'évidemment, comme on mentionne, il faut définir vraiment l'emplacement. Est-ce qu'il pourrait apparaître à la mise à jour du PTI au mois de juin? Ça peut être possible. Ça peut être possible si, évidemment, les ententes se font avec les propriétaires des terrains. C'est lié ensemble, ça? Oui, définitivement. Oui, parce qu'on n'a pas le choix d'atterrir la passerelle à l'endroit d'une propriété qui ne nous appartient pas. Il y a déjà des travaux qui ont déjà débuté depuis 3 ans. L'enfouissement des fils du secteur de l'avenue du Parc. Ça, c'est déjà une étape de fait. C'était quand même un investissement d'1,1 million, remboursable par Hydro-Québec sur leur programme. Donc, on est quand même amorcé un début. Là, à cette heure, on veut mettre le dossier en branle. Il faut statuer sur l'emplacement. Des enjeux de circulation, les rues Savard, France et compagnie. Est-ce qu'il y a encore de la plainte dans ce coin-là? Toujours, c'est quotidien. Cependant, peut-être avec la réduction du kilométrage à 40 km, va probablement réduire un peu la vitesse ou surtout l'achalandage. C'est sûr qu'il y a une inquiétude à venir. Évidemment, l'ouverture de l'autoroute de la 104 à double voie jusqu'à la Prairie. Qui est d'un dessin. Ça risque possiblement d'achalander un peu plus cette zone-là. Mais on va apporter des études là, pour justement trouver une alternative pour modérer cette situation. Et qu'en est-il du projet d'urbanisation de Grand-Bernier, disons, à partir de la Pépinière, là, jusque dans un autre quartier, jusqu'à la quincaillerie Gagnon? Ça, c'est dans les cartons toujours? C'est toujours dans les cartons, évidemment. C'est sûr qu'il faut que ça prenne un projet de développement, évidemment, parce que si on fait la revitalisation de ce rue Bernier, et évidemment, si des projets résidentiels sont attachés à ça vers Omer-Marcil, admettons, il faut faire le surdimensionnement du tuyau. Il y a des frais énormes attachés à ça. Fait que c'est tout ça, ces analyses-là, il faut prendre. Mais la revitalisation du Bernier devrait être faite, pas que devrait être faite, pardon. S'il y a des projets qui sont déposés, on aimerait bien que ça se réalise. Bon. Moi, à chaque fois que je passe sur Grand-Bernier, coin Savard, à côté de la Pépinière, à chaque fois que je fais un arrêt, j'oublie de penser à vous. Êtes-vous content qu'il y ait eu un stop, finalement? Bien, finalement, je pense que ça a bien été. Oui, je pense que finalement, c'est un bon résultat. C'était un peu mitigé, là, mais je vous dirais qu'en compte, c'est correct. C'est correct. C'est d'être... Quand je suis en auto, on me dit c'est le stop à Marco. Oui, c'est le stop à Marco. C'est le stop à Marco, ça. Ils ne voulaient pas tant que ça, mais finalement. Bien, les gens ils ont pris une bonne habitude. Ça a quand même apporté un petit peu plus d'achalandage à la rue Savard. Mais de l'autre côté, les gens, on dirait qu'ils sont plus sensibles aujourd'hui. Ils sont plus sensibles à la réduction de vitesse puis aussi à leur comportement. Marco Savard, merci beaucoup. Un plaisir, M. Leto. Donc, restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, pour ce premier show de novembre... On reçoit Martin Honzois faire un retour sur le championnat mondial de montgolfière en Slovénie, Alex. Je vais écouter en boucle November Rain. C'est ma chanson. Oh, c'est beau. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Elle est joannaise, elle est à la fois comédienne et maintenant auteure-autrice. Je ne sais jamais trop qu'est-ce qu'on doit dire, auteur-autrice ou les deux finalement. Elle nous arrive avec son premier roman, son roman qui s'appelle Les Insoumises. Elle est avec nous, c'est Fanny Rainville. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comédienne, on le savait. Oui. Auteur-autrice, on ne le savait pas. Effectivement, oui. Puis pourtant, ça a vraiment grandi en même temps pour moi. Là, j'ai commencé à jouer en même temps que j'ai commencé à écrire, mais c'est sûr qu'à partir du moment où je suis entrée à l'École nationale de théâtre, le jeu a pris beaucoup d'ampleur puis de place dans ma vie. Mais ça fait plusieurs années quand même que j'écris, je développe plusieurs projets de télé. Puis le roman, comme je suis une grande lectrice, ça trottait dans ma tête depuis longtemps. Puis c'est un classique, là. La pandémie m'a donné du temps pour le faire.
Ça a été utile, finalement. Oui, bien, anxiogène et utile Oui. à la fois, mais oui, réinventez-vous, qui disait. Mais oui, en fait, c'est que ça a laissé du temps. Puis je pense que pour plusieurs personnes aussi, ça a été une espèce de questionnement de OK, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Puis tout ça. Puis, tu sais, comme comédienne, on est beaucoup tributaire du téléphone qui sonne ou pas. C'est pas toujours nous qui choisissons quel rôle on va défendre. Puis là, tout d'un coup, avec le roman, j'avais cette possibilité-là d'avoir une voix. Bon, puis juste pour fermer la porte ou fermer la parenthèse sur le volet comédienne, il en reste qu'aujourd'hui, où c'est que la pandémie, les auditions ne se font plus comme avant. Ça a changé. Ça a changé, hein? Moi, je déteste pas ça. Surtout pour les auditions de pub, c'est que quelquevefois, on l'a en Zoom. Tu sais, on se déplace, là, encore, mais d'autres fois, c'est en Zoom. Puis, bien, en habitant à Saint-Jean, puis, tu sais, des fois, de Montréal, veut pas pour aller faire une audition, bien, il faut que je me maquille, il faut que je me prépare, il faut que je monte à Montréal, puis ça dure juste 5 minutes, reviens. Fait que moi, il y a un côté que j'aime quand même de ça. Par contre, toutes les auditions là, de fiction, c'est revenu. Là, c'est revenu en vrai? Oui. Puis ça c'est vraiment une chance. Il y a des comédiens qui me disaient, c'est peut-être que c'est plus ça aujourd'hui, mais qui disaient pendant un bout, là, c'était des self-tapes. Oui. Là, on se filme, là, puis là, on envoie ça. Là. Ah oui, ça aussi. Puis tu sais, ça a l'avantage de le faire à la maison, puis de travailler nos trucs, puis tout ça. Mais d'un autre côté, on n'a pas les directions du réalisateur ou de la réalisatrice. Fait que c'est comme un couteau à double tranchant. Cela dit, moi, je suis certaine qu'il y a des auditions que j'ai eu la chance de faire parce que c'était en self-tape, donc ils en recevaient plus que ceux qui décident qu'ils vont en audition. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des choses positives et négatives là-dedans, mais ça fait changer la société. Donc, une grande lectrice à la base. Oui. Comédienne, mais qui travaillait déjà aussi sur des projets de télé en écriture. Arrive la pandémie, plus de temps. Pourquoi pas? On se lance dans le projet. Mais tant qu'on l'a poursu dans les mains, là, j'imagine qu'il y a toujours une espèce de petit doute. Je ne sais pas, tu sais, à partir du moment où on l'écrit, on l'envoie, on ne sait pas si ça va marcher, on trouve une maison pour l'éditer, mais comment ça s'est passé, tout ça? C'est long, là, tout ça, là. Oui, c'est long. D'autant plus pour ce livre-là. En fait, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est un livre qui porte sur le milieu des sages-femmes. Ça se passe en 2022 à Montréal, dans une maison de naissance. On suit 3 sages-femmes et une Algérienne sans papier, dont les destins vont s'entrelacer, mais aussi être bousculés suite à l'accouchement de cette femme algérienne-là. Et pour ce livre-là, j'ai fait 6 ans de recherche, notamment 6 ans? Oui, dans le milieu des sages-femmes. Et je suis devenue moi-même accompagnante à la naissance. C'est super important de faire la distinction entre une sage-femme puis une accompagnante à la naissance. Les sages-femmes au Québec, ça prend 4 ans et demi d'université pour devenir sage-femme. Elles exercent soit en maison de naissance, à la maison, à l'hôpital, tandis qu'une accompagnante ou une doula, comme on appelle, moi, j'ai fait une formation de à peu près 75 heures plus un stage. Donc, c'est une accompagnement. J'ai pas le droit de faire de gestes médicaux, par exemple. Mais je suis devenue accompagnante à la naissance dans le cadre de mes recherches. J'ai eu cet immense privilège-là d'assister à plusieurs accouchements. Mais c'est le fait d'avoir fait des recherches que ça t'a donné le goût de devenir accompagnatrice? Non, c'est que j'avais eu cette idée-là pour travailler cet univers-là. Puis j'ai commencé à faire des recherches. Puis, en fait, moi, j'ai pas accouché du tout avec une sage-femme. Là. À ce moment-là, je trouvais ça même un peu comme flyer hippie, là, d'accoucher avec une sage-femme. Mais en faisant des recherches sur le milieu, je me suis rendu compte que, premièrement, j'avais des idées complètement fausses et préconçues sur le métier de sage-femme, mais aussi, ça a remis un peu en question mon propre accouchement. Et tu es allée suivre le cours dans le but de faire des recherches pour le livre ou ultimement d'exercer le fait d'être un accompagnateur? Vraiment dans le but de faire des recherches. Vraiment, Cela dit, encore... Tu t'es fait prendre au jeu, finalement. Je sais prendre un peu au jeu. Je fais peut-être un accompagnement ou 2 par année. Puis je trouve ça... C'est ça, le côté humain de ça, ces rencontres-là, c'est vraiment souvent des rencontres extraordinaires. Puis, Mais à la base, est-ce que tu savais que tu voulais écrire sur ce sujet-là? Pour le roman, oui. Pourquoi ce sujet-là? Bien, ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête. Je trouvais que c'était un univers excessivement porteur. Puis aussi, en fait, il y a toute une parole derrière ça. Tu sais, c'est un livre qui est vraiment grand public, qui est très, très accessible. Il y a quand même une réflexion féministe derrière tout ça au niveau de l'empowerment de la femme. Tu sais, on sait ce qui se passe avec nos amis aux États-Unis, avec l'avortement, mais pour moi, il y a un parallèle quand même à faire avec l'empowerment de la femme au moment de l'accouchement. Tu sais, du fait que je pense que on a comme un peu peur d'accoucher maintenant. C'est comme si c'était dangereux d'accoucher. Je dis pas qu'il y a jamais de risque, mais en même temps, je trouve que la femme, peu à peu, a perdu sa confiance en elle, en son propre corps, en ses propres capacités d'accoucher. Puis je trouvais que cette parole-là était super importante. Puis
par le biais du livre, en fait, c'est qu'on a une grande liberté d'expression. Je trouvais ça intéressant. Mais il y a eu beaucoup de corporatisme de la part des médecins il y a 30-40 ans sur le sujet, forcément. Puis après ça, il y a certains médecins, notamment des gynécologues, notamment ici dans la région, qui se sont ouverts à l'idée de peut-être, puis c'est drôle parce qu'on faisait une entrevue sur la Maison des naissances qui a fêté son 10 ans. Puis la dame le disait, en fait, ce que tu viens de dire, c'est 4 ans d'université plus, là. Oui. Et les gens pensent pas ça. Les gens pensent que ces gens-là vont suivre un petit cours... Non, c'est ça. D'une fin de semaine, là. Non, exactement. Puis tu sais, c'est vraiment des femmes qui sont vraiment très, très savantes, qui ont cette expérience-là, tu sais. Puis ce que je trouvais aussi, c'est que, tu sais, au niveau du roman, c'est qu'humainement aussi, veut pas, ça faire surgir toutes sortes de choses. Donc, tu trouves ton sujet, tu fais des recherches, Oui. et là, tu te dis, moi, je vais raconter l'histoire de 3 sages-femmes, mais dont une Algérienne. Oui. Pourquoi? En fait, c'est qu'à un moment donné, je suis tombée sur un organisme qui s'appelle Médecins du Monde, qui aide des femmes qui n'ont pas la RAMQ, parce que quand on accouche sans RAMQ au Québec, c'est excessivement cher. Puis on a comme l'impression que c'est loin de nous, mais c'est difficile à recenser, les gens sans papier au Québec, parce qu'ils sont souvent cachés, mais il pourrait en avoir jusqu'à 50 000 au Québec. Puis ça peut coûter, là, tu sais, comme... En tout cas, dernièrement, il y a une femme qui me disait que ça lui coûtait, pour accoucher ici, 23 000 dans un hôpital de la région, sans compter les honoraires du médecin. Et ça, c'est sans péridurale, sans rien, tu sais. Donc, je suis rentrée en contact avec cet organisme-là, Médecins du Monde, et je suis entrée en contact avec une femme algérienne. J'ai une amie aussi algérienne que je connais bien, qui m'a raconté son histoire. Puis comme j'avais une amie d'origine algérienne, c'était facile pour moi d'aller chercher de l'information, parce que j'ai jamais mis les pieds en Algérie. Puis voilà. Puis j'ai 2 muses, en fait, pour le personnage d'Amel. C'est ça. Là, ensuite, évidemment, il faut créer les personnages, il faut créer l'environnement, il faut créer l'histoire. Est-ce que tu avais déjà écrit la fin avant d'écrire le début? Non. Non? Non, mais je savais quand même, tu sais, comme je suis scénariste à la base, c'est ma formation, je marche vraiment, moi, avec les petits post-it, là. Oui, puis, il y en avait beaucoup? Oui, il y en avait beaucoup, parce que c'est quand même un pas pire grand livre. Mais, tu sais, j'avais une construction quand même, je savais d'où partaient certains personnages, vers où je voulais les amener. Puis plus le livre se construisait, tu sais, j'étais toujours comme 5-6 chapitres d'avance sur mon mur avec mes post-it, par rapport à où j'étais rendue quand j'écrivais. Mais je savais où je voulais les amener. Puis la finale, là, tu t'es décidé à la dernière minute de comment tu allais finir l'histoire? Oui, ça, je le savais à un moment donné. Il ne faut pas donner dire de secret. Je m'en fais tellement parler de cette fin. Mais ça, je savais où ça s'en allait, avec tout ce qui se passait, aussi parce que le personnage d'Amel va vivre la violence conjugale. Avec tout ce qui se passait, je savais où je voulais amener ce personnage-là. Est-ce que c'est un livre qui peut rebondir sur un autre, ou il y a vraiment une fin, puis tu veux partir sur un autre projet? Le prochain roman ne sera pas Les Insoumises 2. OK. Ça, c'est sûr. Je pars sur autre chose. J'ai commencé à l'écrire. Par contre, c'est pas exclu pour moi qu'il y ait une suite. C'est ça. Une suite. Ouais. Quand on finit le manuscrit, probablement, est-ce que tu le fais lire à des gens de ton entourage avant? Oui, j'avais une lectrice. Une? Oui. Une bonne amie? Oui, une amie, puis quelqu'un qui a aussi qui a publié quelques livres. Elle s'appelle Véronique Marcotte. Allez découvrir cette magnifique autrice. Puis ça me donnait aussi en même temps une espèce de challenge de faire lire ça. Est-ce qu'elle t'a fait changer des trucs ou observer des trucs? Ou, pas tant, non. Je pense que ça m'a donné la confiance dont j'avais besoin. Puis d'avoir aussi, tu sais, un échéancier, puis de savoir, OK, j'envoie telle partie à tel moment, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Est-ce que c'était difficile de trouver des maisons d'édition? Parce que parfois, je parle à des auteurs pour qui c'est le premier ouvrage. Là, des fois, on envoie ça à beaucoup de place. J'étais chanceuse. Ouais. Ça a été rapide. Ça a été quand même assez facile et rapide. Je pense aussi, j'ai vraiment ciblé, parce que c'est surtout ça, tu sais, j'aurais pas envoyé ce manuscrit-là dans une maison d'édition qui fait de la science-fiction, parce que c'est pas... mais dans mon côté, de mon bord, ça a été quand même... ça s'est bien fait. Donc, Les Insoumises, publié chez Libre Expression. C'était lancé il y a quoi? Il y a quelques semaines? Le 10 août. 10 août, donc en plein cœur de l'été. Oui. Là, tu commençais à faire des salons du livre. Oui. Et puis? Bien, c'est une expérience, disons, pleine d'humilité, là, parce qu'on est derrière notre petite table, puis on sourit aux gens, puis, tu
c'est comme touché parce qu'on aimerait ça qu'ils viennent nous parler, mais en même temps, on ne veut pas être trop insistant. Moi, comme j'ai joué dans l'heure bleue, il y a beaucoup de monde qui m'approche pour me parler de l'heure bleue. Vous, là, oui, vous étiez à l'heure bleue, là, vous étiez au poste d'accueil. Oui, c'est ça. J'en fais beaucoup parler, mais c'est super en même temps parce que moi, ça me fait comme une porte ouverte pour parler aux gens, les rencontrer. Puis après ça, tu sais, ils sont libres. Il y a tellement de choix dans un salon du livre. Après ça, ils sont libres de choisir le livre qu'ils ont envie d'acheter, mais c'est le fun en même temps. Là, je m'en vais à Rimouski sous peu. OK. Donc là, il y en a quelques-uns à venir. Oui, puis Montréal, évidemment. Okay. Mais quand tu l'as reçu là, pour la première fois, quand tu y as touché, là, oui. Ah, c'est passé quoi? Bien, c'est vraiment, vraiment touchant. J'ai fait d'ailleurs sur mon Facebook, le Facebook Fanny Rainville, vous pouvez aller le voir. J'ai fait le unboxing avec ma fille. Puis l'anecdote, c'est que moi, je suis allée en vacances et j'ai attrapé la COVID en vacances. Et quand je suis revenue, c'était supposé être mon unboxing. J'allais filmer à mon agence, blablabla. Finalement, mon agent est venu porter comme mes livres, tu sais, ma boîte de livres sur le perron. Fait que j'ai déballé ça avec ma fille en pleine COVID. On était comme un peu comme ça, tu sais. Puis c'est super joli. C'était un beau moment que j'ai partagé avec elle. Bon, as-tu des projets au-delà de l'écriture? As-tu d'autres projets comme comédienne dans la prochaine saison? Oui, bien, j'ai tourné dans Le Bonheur la semaine passée. J'ai fait beaucoup de publicité aussi dernièrement. Je fais beaucoup de voix. Je fais beaucoup de doublage sur impression vocale, de voix de pub. Et l'écriture prend quand même une bonne place aussi. Disons que je suis bien occupée, mais... Et la job de maman aussi? Oui, quand même. Ils ont quel âge? Ma fille a 10 ans et mon beau-fils a 15 ans. Quand même. On est dedans. On est là-dedans. On est là-dedans. Puis le deuxième roman, il va être publié quand? Si tout va bien, au printemps 2024. Okay. C'est ça. Mais là, je commence l'écriture, tranquillement, pas vite. J'étais en résidence d'écriture la semaine dernière à Valcourt pour le commencer. Les premières lignes, c'est quand même un peu, ça donne le vertige un peu de se dire comme, OK, on repart. On repart. Ouais. Fanny Rainville, merci beaucoup. Bonne chance. Bien, merci. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Les œuvres de Jacinthe Brault et Jean-Sébastien Ouellette sont disponibles pour être vues au domaine Trinity à Iberville. Et ça va être comme ça quand même pour plusieurs semaines devant nous. Vous savez que le domaine Trinity est un nouveau lieu de la culture à Saint-Jean-sur-Richelieu. Plusieurs expositions durant l'année, dont celle-ci en ce moment. Nous, on se dit bien sûr à demain pour le prochain rendez-vous d'ericlatour.com.